Et si quelque chose que nous pensions éteint n'était pas seulement gelé, mais toujours vivant? Des chatons mortels aux oiseaux à plumes. Aujourd'hui, nous allons examiner des créatures terrifiantes trouvées sous la glace, si intactes qu'elles ont encore du sang dans leurs veines et de l'ADN fonctionnel. Numéro 15, les chats à dents de sabre. Adorables, mais mortels. En 2020, des chasseurs de mammouths en Sibérie ont frappé quelque chose de mou avec leur pelle. Pas de roche, pas de glace. Quelque chose qui semblait organique. Après avoir retiré le pergélisol, ils ont trouvé un chaton parfaitement préservé, avec de minuscules dents de sabre, des moustaches intactes et des griffes si acérées qu'elles pouvaient vider sa proie. Il était mort depuis 37 000 ans. Ce n'est pas le sabre à dents de sabre hollywoodien que vous imaginez. Ces énormes dagues appartiennent aux smilodons, le poids lourd des félins préhistoriques. Ce petit appartient à l'Homotherium. En gros, un chirurgien préhistorique avec des dents comme des scalpels, conçu pour tuer avec précision plutôt que pour poignarder avec force brute. Mais voici ce qui rend ce chaton vraiment spécial. Il n'avait pas de coussinet carpeau sur les pattes. Pourquoi? Parce qu'il était adapté pour marcher sur la neige sans s'enfoncer. On parle d'un jeune prédateur arctique qui, une fois adulte, chasserait des ours, des cavernes et des petits mammouths. Sa conservation est si parfaite que les scientifiques peuvent lire son ADN comme s'il s'agissait d'un mode d'emploi. Des muscles intacts, des os parfaits, un matériel génétique entièrement lisible, ce qui signifie qu'ils envisagent sérieusement de le cloner. Mais voici la question à $1 million. Quand ce chaton aurait grandi, il aurait chassé des créatures qui n'existent plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un tigre à dents de sabre ressuscité chasserait exactement dans le monde actuel? C'est la question à laquelle personne ne veut répondre, car parfois, le passé devrait probablement rester enfoui. Numéro 14, le chiot de loup qui défie l'évolution. Un chercheur d'or dans le Yukon canadien a enfreint la règle d'or en 2016. Quand tu trouves un os, arrête de creuser et appelle quelqu'un de plus compétent. Au lieu de cela, il a continué et a extrait quelque chose qui a poussé les paléontologues à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les loups. Je vous présente Xur, un chiot aussi ancien qu'il précède l'agriculture de 50 000 ans. Mais l'appeler une louve, c'est comme appeler une Pounardirex, techniquement correct, mais totalement trompeur. Âgé de 57 000 ans, Xur représente une branche totalement différente de l'arbre généalogique des loups. Avant que les loups modernes n'apprennent à être des loups, il y avait la lignée de Xur, plus grande, plus robuste et conçue pour un monde où tout voulait te tuer. Et la plupart en étaient capables. C'est ça, le vrai côté troublant de sa conservation. Son dernier repas est encore dans son estomac, un mélange de spermophile et de caribou, parfaitement conservé après 57 000 ans. Ses dents de lait présentent des anneaux de croissance qui racontent l'histoire de son dernier hiver difficile. Mais les scanners cérébraux révèlent quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde. Ces anciens loups étaient plus intelligents que les loups modernes, non seulement plus grands et plus forts, mais aussi plus intelligents. Ils devaient l'être, car leur voisinage comptait des félins à dents de sabre, des lions des cavernes et des ours à face courte. Regardez la structure de sa mâchoire. Les loups modernes sont optimisés pour chasser les cerfs et les élans. L'espèce de Xur possédait une puissance destructrice des os, conçue pour briser les fémurs de mammouth. C'étaient des ouvre-boîtes vivants pour la mégafaune. Les scientifiques disposent désormais de leur carte génétique complète. En théorie, ils pourraient ressusciter les super-loups que l'évolution a mis des centaines de milliers d'années à perfectionner. La question est la suivante, dans un monde où les loups ordinaires rendent déjà les gens nerveux, avons-nous vraiment besoin de ressusciter la version améliorée? Numéro 13, les oursons d'eau, Cynicrobe avestructive. Voici le tardigrade, une créature à la constitution si étrange qu'on dirait le premier brouillon de la nature pour imaginer un monstre de l'espace. Pourtant, ils sont tellement indestructibles qu'ils font passer les cafards pour de fragiles fleurs. Ces oursons d'eau microscopiques sont presque aussi gros qu'un grain de sable et environ 1 million de fois plus résistants que toi. Les scientifiques ont retrouvé ces créatures gelées dans la glace de l'Antarctique pendant des milliers d'années. Et quand on les décongèle, les tardigrades se réveillent tout simplement comme s'ils avaient juste fait une très longue sieste. Ce n'est pas si impressionnant. Ils ont simplement dormi pendant plusieurs ères glaciaires pendant que le reste de l'évolution continuait son chemin. Mais les tardigrades ne survivent pas seulement au froid. Ils peuvent rester dans cet état quasi mortel pendant des décennies, voire des siècles, puis réapparaître lorsque les conditions s'améliorent. Ce qui est vraiment troublant, c'est qu'ils sont en fait des voleurs biologiques.
Les tardigrades peuvent absorber l'ADN d'autres organismes et l'intégrer à leur propre génome. Ce sont comme des pirates génétiques microscopiques qui collectent des améliorations évolutives de tout ce qui les entoure, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'ils se réveillent de leur sieste glacée, ils pourraient transporter du matériel génétique de créatures mortes il y a des milliers d'années. Et les agences spatiales s'en inquiètent discrètement. Les tardigrades ont déjà survécu à des voyages dans l'espace, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement voyager à bord de vaisseaux spatiaux et ensemencer d'autres mondes avec la vie terrestre. Nous pourrions accidentellement devenir l'espèce envahissante la plus problématique de la galaxie, tout ça grâce à ces oursons d'eau microscopiques qui refusent de mourir. Numéro 12, le chiot de Tuma, un aperçu des profondeurs du temps. En 2015, des bergers sibériens à la recherche d'ivoire de mammouth ont trouvé quelque chose qui allait ravir aussi bien les amoureux des chiens que les scientifiques. Un chiot vieux de 12 400 ans, si parfaitement conservé qu'il avait encore ses moustaches, sa truffe noire et, plus incroyable encore, un cerveau intact. Le chiot de Tuma représente l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Figé dans le temps, il marque l'instant précis où les loups sauvages ont commencé à devenir le meilleur ami de l'homme. Ce petit a vécu exactement à la croisée des chemins de l'évolution, à une époque où certains loups commençaient à faire confiance aux humains, tandis que d'autres restaient de purs prédateurs. La préservation est presque surnaturelle. La plupart des cerveaux anciens se transforment en bouillie, mais le tissu cérébral de ce chiot est si bien conservé que les scientifiques peuvent étudier ses voies neuronales. On parle d'examiner les pensées d'une créature morte avant même que les humains n'inventent l'agriculture. Mais il ne s'agit pas là de l'ancêtre moderne du Golden Retriever. Ce chiot venait d'un monde où les lions des cavernes chassaient en meute, où les ours à face courte mesuraient 3,60 m de haut, où les terribles loups faisaient passer les loups ordinaires pour des jouets. Le processus de domestication ne faisait que commencer, ce qui signifie que ce chiot conservait encore la plupart de ses instincts de loup sauvage. L'analyse de l'ADN pourrait tout nous révéler sur la façon dont les loups sont devenus des chiens. Mais cela soulève aussi des questions gênantes sur ce que nous ramènerions avec nous. Les chiens modernes sont le produit de milliers d'années de sélection pour la compagnie humaine. La lignée de ce chiot a été façonnée par la nature pour survivre dans un monde de prédateurs de la mégafaune. Si quelqu'un décidait de cloner le chiot de Tuma, nous n'aurions pas un animal de compagnie docile. Nous aurions une créature dotée d'instinct de survie de l'âge de pierre, programmée pour un monde qui n'existe plus. Son cerveau pourrait être intact, mais ses voies neuronales ont été façonnées par un environnement où faire confiance à la mauvaise créature signifiait la mort. Parfois, il vaut mieux laisser le pont entre deux mondes comme une pièce de musée. Numéro 11, le virus chiot. Une ancienne menace libérée. En 2022, des scientifiques qui creusaient dans le pergélisol sibérien vieux de 50 000 ans ont découvert quelque chose qui a immédiatement commencé à essayer de tuer des organismes, Pandoravirus yedoma, un virus si ancien qu'il est antérieur à la civilisation humaine et qui, en réalité, n'est pratiquement pas mort. L'appelé virus géant fait penser à un film d'abeilles, mais celui-ci est littéralement visible avec un microscope conventionnel. La plupart des virus sont si petits qu'il faut un microscope électronique pour les voir. Ce monstre antique est suffisamment grand pour être détecté avec un équipement de laboratoire standard, ce qui revient à trouver un virus de la taille d'un bus urbain. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'infecte que les amibes. La mauvaise nouvelle? Il n'est pas seul. Des scientifiques ont découvert plusieurs virus anciens dans le pergélisol en train de fondre, tous parfaitement conservés, encore capables d'infecter après des dizaines de milliers d'années passées en congélation profonde. Voici ce qui fait vraiment peur. Le changement climatique fait fondre le pergélisol à un rythme accéléré, ce qui pourrait libérer une bibliothèque gelée de pathogènes que les systèmes immunitaires modernes n'ont jamais rencontrés. On ne parle pas seulement de pièces de musée inoffensives. On parle d'armes biologiques actives datant de l'âge de pierre. En 2016, une épidémie de charbon en Sibérie a tué des milliers de rennes et a conduit plusieurs personnes à l'hôpital. La source? D'anciennes spores de charbon ont été libérées du pergélisol en Végène en 1997. Des chercheurs ont trouvé du matériel génétique de la pandémie de grippe de 1918 chez une femme enterrée dans le pergélisol en Alaska. En 2012, ils ont confirmé qu'une momie sibérienne vieille de 300 ans contenait de la variole. Des signatures génétiques. Le schéma, c'est que la glace a stocké des agents pathogènes comme un congélateur biologique profond, et maintenant, nous sommes en train de décongeler accidentellement toute la connexion. Chaque degré de réchauffement libère potentiellement des virus qui ont attendu plus longtemps que la civilisation humaine de nouveaux hôtes.
Le Pandoravirus Yedoman n'était qu'un amuse-bouche. Avec des kilomètres de pergélisol qui fondent chaque année, nous sommes sur le point de découvrir à quoi ressemblent 50 000 ans de cauchemars gelés lorsqu'ils se réveillent d'un coup. On peut construire des murs contre les invasions. On ne peut pas construire de murs contre des voyageurs microscopiques du temps qui préparent leur retour depuis bien avant que notre espèce n'apprenne à utiliser le feu. Numéro 10, Namoni de bison. Écho d'un monde disparu. Blue Babe, ça sonne comme la mascotte d'un personnage de dessin animé. En réalité, c'est une momie de bison vieille de 36 000 ans qui raconte l'une des histoires les plus violentes jamais préservées dans la glace. Et les scientifiques en ont littéralement mangé une partie. Elle a été découverte par un chercheur d'or en Alaska en 1979. Les chercheurs d'or en Alaska utilisent des jets d'eau à haute pression pour décongeler le pergélisol à la recherche d'or. Blue Babe doit son nom à la couche bleuâtre qui recouvrait son corps. Mais il ne s'agissait pas d'un simple fossile de pluie. De profondes traces de drift marquaient son arrière-train. Des blessures perforantes lui transperçaient le cou et lui écrasaient l'os, racontant ses derniers instants. Les scientifiques ont pu reconstituer avec précision ce qui s'était passé. Un lion américain, un prédateur 2 fois plus grand que les lions modernes, a traqué ce bison à travers la toundra de l'âge de glace. L'attaque fut rapide et brutale. D'énormes griffes l'ont terrassé, de puissantes mâchoires lui ont broyé la colonne vertébrale et le festin a commencé aussitôt. Puis l'hiver est arrivé. La carcasse s'est congelée si rapidement que les charognards n'ont pas pu finir leur festin, préservant ainsi une scène d'attaque vieille de 36 000 ans dans les moindres détails. Mais voici la partie la plus folle. Lorsque les chercheurs ont terminé d'étudier Blue Babe, ils ont décidé de cuisiner et de manger un morceau de son cou. Oui, les scientifiques ont célébré leur travail avec un dîner composé d'un ragoût de bison de l'âge de glace. À mesure que le pergélisol fond, d'autres victimes comme Blue Babe continuent d'apparaître. Chacune révèle la même vérité, l'âge de glace n'était pas seulement froid, c'était un monde brutal dominé par d'énormes prédateurs où les proies vivaient dans une terreur constante. Numéro 9, le poulain de Magadan. Du sang qui ne devrait pas couler. La découverte en 2018 du poulain de Magadan a brisé plusieurs règles sur ce que l'on pensait possible. Ce cheval vieux de 42 000 ans n'avait pas seulement des tissus préservés, il avait du sang liquide qui coulait encore dans ses veines. Du sang de l'âge de glace, encore liquide. Ce n'était pas un cheval ordinaire. C'était un écurie Nancy, le cheval de Lanskaya, bâti comme un tank poilu pour survivre aux hivers sibériens qui tueraient les chevaux modernes en quelques heures. Robuste, musclé, avec un pelage assez épais pour supporter les températures qui feraient râler un ours polaire. La préservation était si complète que les scientifiques ont pu examiner des globules rouges individuels au microscope, des cellules qui circulaient dans le corps de ce poulain alors que les mammouths laineux vivaient encore. On ne parle pas de restes minéralisés ni de résidus desséchés. On parle de vrai sang, anavisable, d'un animal mort avant que les humains n'aient découvert comment cultiver. Mais le sang liquide soulève des questions liquides. Si le sang peut survivre 42 000 ans, qu'en est-il de tout ce qui y flottait? Bactéries anciennes, virus, parasites, tous les microbes que transporte tout être vivant. Les scientifiques envisagent sérieusement de cloner ce poulain, non seulement par curiosité, mais aussi dans le cadre d'un projet dans un parc du Pléistocène pour aider à lutter contre le changement climatique. L'idée, c'est que les chevaux de pâturage de l'âge de glace pourraient aider à préserver le pergélisol en piétinant la neige et en exposant le sol à l'air glacial. Ça a l'air génial en théorie. En pratique, nous ressusciterions des animaux adaptés à une ère glaciaire, à un climat et à un écosystème disparu il y a 10 000 ans, avec tous les micro-organismes qu'ils portaient. En gros, nous mènerions une expérience biologique de voyage dans le temps avec des créatures dont le sang, apparemment, n'a jamais reçu la nouvelle de leur extinction. Le poulain de Magadan représente soit le plus grand miracle de conservation en paléontologie, soit la boîte de Pandore la mieux conservée jamais découverte. Et nous sommes sur le point de découvrir laquelle c'est. Numéro 8, le mammouth, le battement sous la glace. En 2007, un éleveur de rennes en Sibérie est tombé sur quelque chose qui ferait pleurer de joie les paléontologues, Nyuba, un bébé mammouth, si parfaitement conservé qu'il avait encore le lait de sa mère dans l'estomac. Après 42 000 ans, Nyuba semblait être morte la veille. Peau intacte, pelage encore duveteux, organes internes parfaitement conservés, même ses cils étaient toujours là. Mais c'est le lait dans son estomac qui a vraiment ému les scientifiques.
Il ne s'agissait pas seulement d'un fossile, c'était un instantané d'un lien mère-enfant qui s'est terminé il y a 40 000 ans, quand quelque chose a terriblement mal tourné. Puis ils ont trouvé Yucca, un autre bébé mammouth avec une histoire différente. Celui-ci portait des marques de coupure sur les os, des incisions délibérées et soigneuses qui ressemblaient étrangement à des traces de boucherie. Quelqu'un ou quelque chose avait méthodiquement dépecé ce bébé mammouth. Les premiers humains munis d'outils en pierre, d'autres prédateurs, nul ne le sait avec certitude, mais les entailles étaient bien trop précises pour être accidentelles. Ces bébés mammouths ne sont pas seulement des curiosités scientifiques, ce sont des capsules temporelles d'un écosystème qui n'existe plus. Un mammouth laineux adulte mesurait 4 mètres de haut et pesait 10 tonnes. Ils étaient des ingénieurs de l'écosystème, transformant des paysages entiers avec leurs énormes pattes et leur pâturage constant. Quand les mammouths ont disparu, le monde a littéralement changé de forme. L'ADN de ces petits est si complet que le clonage n'est plus une question de savoir si c'est vraiment possible, mais de savoir quand cela arrivera. Mais devrions-nous le faire? Nous avons le génome, la technologie, et même des mères porteuses prêtes à les accueillir. Mais voici ce dont personne ne parle. Les mammouths ont évolué pour un monde d'abondance qui n'existe plus. Ils étaient faits pour d'immenses prairies qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, pour des communautés végétales qui ont disparu avec l'âge de glace, pour des régimes climatiques qui se sont éteints il y a 10 000 ans. Numéro 7. Les nématodes, survivants de la congélation profonde. Des scientifiques en Sibérie ont découvert quelque chose de terrifiant, un ver microscopique qui est resté congelé pendant 46 000 ans. Pendant ce temps, les scientifiques ont réveillé un nématode vieux de 46 000 ans. Quand ils l'ont ressuscité en 2018, il s'est simplement réveillé et a commencé à bouger comme si de rien n'était. Ce minuscule nématode a été découvert à l'intérieur d'un terrier fossilisé d'écureuils, resté intact depuis l'époque où les Néandertaliens marchaient aux côtés de nos ancêtres. Cette créature s'est endormie avant que les humains n'inventent l'agriculture et s'est réveillée à l'ère des smartphones. Le nématode a survécu en entrant en cryptobiose, appuyant en quelque sorte sur le bouton pause biologique. Il remplace l'eau de ses cellules par des sucres, produit des protéines en qui-gel et attend des dizaines de milliers d'années si nécessaire. C'est là que ça devient inquiétant. Cela bat tous les records d'animation suspendus sur des dizaines de milliers d'années. Si un ver microscopique peut survivre aussi longtemps, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessous, dans le pergélisol, qui attend de se réveiller? Les scientifiques sont enthousiastes car cela pourrait révolutionner la médecine. Imaginez pouvoir préserver des organes humains indéfiniment ou placer des astronautes en animation suspendue. Mais il y a un côté sombre dont personne ne parle. À mesure que le changement climatique fait fondre le pergélisol plus vite que jamais, nous ne libérons pas seulement des gaz à effet de serre, mais nous réveillons potentiellement des formes de vie anciennes qui sont restées en sommeil depuis l'âge de glace. Des virus, des bactéries, des parasites, tous parfaitement conservés et totalement inconnus des systèmes immunitaires modernes. Numéro 6. La tête d'ours sibérien, un aperçu du prédateur du Pléistocène. Lorsque des éleveurs de rennes sibériens ont découvert une tête d'ours décapitée, gelée dans le pergélisol en 2019, leur première pensée a probablement été « Eh bien, c'est plutôt inquiétant ». Lorsque les scientifiques l'ont identifié comme une tête d'ours des cavernes vieilles de 24 000 ans, avec le cerveau intact, la première pensée de tout le monde a été « Où est le reste ?» Ce n'était pas un ours ordinaire. Les ours des cavernes mesuraient 3,30 mètres de haut. Des cauchemars de 1365 kilos qui faisaient passer les ours bruns modernes pour des peluches. Ils représentaient le sommet de l'évolution des ours à l'âge de glace, plus grands, plus forts et plus féroces que n'importe quel animal à fourrure actuelle. La tête était si parfaitement conservée qu'on aurait dit qu'elle avait été tranchée la veille, avec la fourrure, les dents et, chose surprenante, un cerveau intact. Mais le fait de ne trouver que la tête soulève des questions gênantes sur ce qu'il est advenu du reste de cette immense créature. L'explication la plus probable, les anciens humains l'ont tué et ont tout mangé sauf la tête, qui a été enterrée et gelée avant que les charognards ne puissent finir le travail, ce qui signifie que nos ancêtres chassaient avec succès des animaux capables de déchiqueter des humains modernes comme du papier de soie. Mais la qualité de la conservation a enthousiasmé les scientifiques quant aux possibilités de clonage. L'ADN de l'ours des cavernes est suffisamment intact pour que la résurrection ne soit plus de la science-fiction. La question est de savoir si nous voulons ramener une créature que les premiers humains devaient apparemment chasser en groupe avec des armes de l'âge de pierre. Les ours modernes causent déjà assez de problèmes lorsqu'ils rôdent autour des habitations humaines. Les ours des cavernes ont évolué spécifiquement pour un écosystème de l'âge de glace,
où tout était plus grand, plus fort et plus agressif. C'étaient des superprédateurs. Dans un monde de superprédateurs, la quête décapitée est parfaitement conservée. Numéro 5, les lions des cavernes de Sibérie. Fait revivre le félin dominant du Pléistocène. Voici une histoire amusante. Quand tu chasses les défenses de mammouths en Sibérie, tomber sur des petits de prédateurs parfaitement conservés devrait probablement être considéré comme un risque du métier. C'est exactement ce qui est arrivé à des chasseurs dans la République de Sakha, en Russie, en 2017 et 2018, lorsqu'ils ont déterré Sparta et Boris, deux lionceaux des cavernes qui semblaient simplement avoir fait une longue sieste, sauf que leur sieste a duré 30 000 ans. Les lions des cavernes n'étaient pas de simples grands félins ordinaires. La panthère spelea est apparue lorsque l'évolution a décrété que les lions ordinaires avaient besoin d'une sérieuse amélioration, 317 kg de fourrure musclée et une attitude agressive, associée à la vitesse explosive qui fait des félins et machines à tuer parfaites de la nature. Imagine un lion croisé avec un train de marchandises et tu commenceras à t'en approcher. Sparta et Boris avaient encore leur pelage doux, leur moustache intacte et même leurs organes internes. Pour les scientifiques, c'était comme trouver le Saint Graal, sauf que le Saint Graal pourrait bien finir par tuer des mammouths en grandissant. La conservation était si parfaite qu'ils ont pu étudier de véritables fibres musculaires. Et ce qu'ils ont découvert était terrifiant. Ces petits développaient une densité musculaire à contraction rapide qui les rendrait plus rapides que les guépards, tout en conservant la taille et la puissance des ours. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que l'évolution ne les rendait pas seulement plus grands et plus forts, mais aussi plus intelligents. Quand ta proie inclut des bébés mammouths et que tes concurrents sont des félins à dents de sabre, tu as besoin de tous les avantages possibles. La rupestrantia le confirme. Les premiers humains dessinaient constamment ces créatures, et elles ne sont jamais debout, majestueuses. Elles sont toujours en train d'attaquer, de tuer ou de se battre entre elles. Une pâture rupestre montre un lion des cavernes en train de terrasser ce qui semble être un jeune mammouth. Ce n'étaient pas de simples prédateurs. C'étaient des superprédateurs dans un monde rempli de superprédateurs. Nous avons maintenant leur carte génétique complète. Numéro 4, le rhinocéros laineux. Le monstre de l'âge de glace se réveille. En 2015, des chasseurs sibériens ont découvert Sacha, un bébé rhinocéros laineux parfaitement conservé pendant 34 000 ans. Avec sa fourrure, sa corne, le contenu de son estomac et son microbiome intestinal intact, Sacha offre des informations inestimables sur ces herbivores de l'âge de glace, des animaux de 1800 kg construits comme des chars, avec des cornes capables de transpercer le métal. Sa préservation dépasse toute reconstruction paléontologique traditionnelle, fournissant un manuel complet d'un écosystème disparu. Le plus remarquable chez Sacha, c'est ce qu'elle révèle sur son anatomie spécialisée. Les rhinocéros laineux possédaient des systèmes d'absorption des chocs au niveau du cou qui leur permettaient de charger à répétition. La rupestre préhistorique les représente toujours furieux et violents, une stratégie de survie nécessaire dans un monde peuplé de prédateurs mortels. Avec leur ADN et leurs bactéries intestinales intactes, nous pourrions théoriquement ressusciter à la fois l'animal et son écosystème digestif. La question est de savoir si nous devrions ressusciter une créature conçue spécifiquement pour le combat. Si tu décides de cloner un rhinocéros laineux, assure-toi que tes clôtures soient extrêmement solides. Numéro 3, les rotifères bdelloïdes. Les survivants de 24 000 ans. Vous savez ce qui est plus effrayant que de tomber sur un prédateur vieux de 24 000 ans? C'est de tomber sur une proie vieille de 24 000 ans qui est encore bien vivante et en pleine forme. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque des scientifiques ont creusé à 3,3 mètres de profondeur dans le pergélisol sibérien et ont extrait des rotifères bdelloïdes, des animaux microscopiques. Il faut un microscope pour les voir, tellement résistants qu'ils font passer des cafards pour des fragiles. Ces trucs-là sont de véritables astuces biologiques. Ils ont survécu congelés pendant plus de 2 périodes glaciaires, puis se sont réveillés, ont commencé à nager, à manger et à se reproduire comme si de rien n'était. C'est comme si on mettait l'évolution en pause pendant 20 000 ans. Mais c'est là que ça devient bizarre. Les rotifères bdelloïdes n'ont pas besoin de s'accoupler. Ils se clonent sans arrêt par parthénogenèse. Ainsi, ceux qui grouillent aujourd'hui dans les laboratoires sont des copies génétiques de créatures qui vivaient à l'époque où nos ancêtres apprenaient encore à faire du feu. Ce sont des fossiles vivants qui ont décidé que la mort était optionnelle. Et ils ne sont pas seulement résistants au froid, mais à tout, des radiations qui feraient cuire un humain, aucun problème, une déshydratation totale, ils attendront, le vide de l'espace. Ils n'ont déjà vécu.
En gros, ils ont gagné à la loterie biologique et ont investi tous leurs points dans le refus de mourir, quelles que soient les circonstances. Ce qui fait peur, ce n'est pas qu'ils aient survécu, mais combien d'autres se trouvent encore là-dessous. Chaque fois que le pergélisol fond, davantage de ces voyageurs temporels microscopiques se réveillent. Et il ne s'agit pas seulement d'organismes individuels. On parle d'écosystèmes entiers qui sont en pause depuis l'âge de glace. Numéro 2, l'ours géant à face courte. Un redoutable prédateur du Pléistocène. Imagine croiser un ours qui mesure 3,60 m debout sur ses pattes arrière, pèse 680 kg et peut courir plus vite qu'un cheval. Maintenant, imagine que ce n'est pas un monstre mythique. Il a réellement existé, et nous avons retrouvé ses restes enfouis dans le pergélisol d'Amérique du Nord et de Sibérie. Voici Arctodus simus, l'ours géant à face courte, aussi connu sous le nom d'ours coureur. Car, contrairement aux ours modernes qui se déplacent lourdement, cet animal était fait pour la vitesse. Des pattes longues et puissantes, conçues pour poursuivre des proies sur les plaines de l'âge de glace. Un museau court et émoussé qui lui donnait une force de morsure écrasante. Des griffes capables de déchirer la peau et les os comme s'il s'agissait de papier. Ce n'était pas l'ours omnivore typique, qui se nourrissait de bail et de saumon. Les ours à face courte étaient des hypercarnivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissaient presque exclusivement de viande. Leur menu préféré comprenait des bisons, des chevaux âgés, des paresseux terrestres, lorsqu'ils se sentaient ambitieux, de jeunes mammouths. Les premiers humains qui ont croisé ces ours avaient une stratégie de survie, courir et prier pour prendre de l'avance. Les traces fossiles montrent que ces ours ont dominé l'Amérique du Nord pendant plus d'1 million d'années. De Madagascar jusqu'au Mexique, ils étaient les prédateurs ultimes du Pléistocène. Ils étaient tellement prospères que d'autres carnivores, comme les terribles loups et les tigres à dents de sabre, devaient les éviter. Lorsqu'un ours à face courte apparaissait sur un site de chasse, tous les autres s'en allaient. La technologie existe pour potentiellement cloner ces super prédateurs. La question est de savoir si relâcher un carnivore coureur de 700 kg dans les écosystèmes modernes représente un progrès scientifique ou un suicide écologique. Contrairement aux mammouths, qui étaient essentiellement de gigantesques tondeuses à gazon, les ours à face courte étaient d'énormes machines à tuer. Numéro 1, l'oiseau de glace, une capsule temporelle emplumée. En 2020, des scientifiques ont découvert une alouette cornue vieille de 46 000 ans, congelée dans le pergélisol sibérien. Et elle semblait être morte hier. Pas au sens figuré, mais littéralement. Si l'on voyait cet oiseau sans contexte, on penserait qu'il était mort depuis environ 6 mois, pas plus longtemps que l'existence des humains modernes. Sa conservation était si parfaite que les scientifiques ont pu extraire de l'ADN pour le comparer à celui des alouettes modernes et étudier l'évolution sur des dizaines de milliers d'années. Mais la véritable signification réside dans ce que représente cet oiseau, la preuve que l'âge de glace n'a pas seulement préservé les mammifères, mais a créé un musée gelé d'écosystèmes entiers. Cette alouette en particulier est morte pendant l'une des périodes les plus rudes de l'histoire de la Terre, lorsque les calottes glaciaires recouvraient la majeure partie de l'hémisphère nord et que les températures mondiales chutaient rapidement. Pourtant, voici ce minuscule oiseau, parfaitement conservé, porteur d'informations génétiques sur la façon dont les espèces se sont adaptées à des changements climatiques bien plus sévères que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.